Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous des chansons de ma vie sur Radio J, avec aujourd'hui un invité rare. Rare par la qualité et l'exigence de son œuvre, totalement assumée comme pluridisciplinaire, et rare aussi par la discrétion de ses interventions dans les médias. C'est donc avec d'autant plus de plaisir, et c'est un honneur de recevoir aujourd'hui au micro de Radio J, Charlélie Couture. Bonjour Charlélie, comment ça va ? Merci de m'inviter, c'est toujours un plaisir de croiser le verbe avec vous. Plaisir totalement partagé. Alors Charlélie, on rappelle votre actualité artistique. Vient de sortir un disque magnifique qui s'appelle Trésors cachés et perles rares. Et puis il y a deux livres, un qui est déjà sorti, Poète rock, une biographie autorisée, c'est comme ça qu'on dit, une biographie. Tout à fait, par David Desvérités, écrite par David Desvérités. Super. Deux années d'introspection, de réponse à questions-réponses, etc., qui m'ont incité à me replonger sur les raisons qui avaient fait que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Et puis c'est une biographie où on n'est vraiment pas dans l'hagiographie, on est vraiment dans quelque chose d'assez... je dois convenir que les retours que j'ai, parce que je suis peut-être pas le lecteur le plus objectif, mais les retours disent que ça se lit comme un roman, en fait. Effectivement. C'est l'histoire de quelqu'un, et ça correspond tout à fait à la manière qu'il a d'approcher une biographie, puisque la mienne est pas la première qu'il ait écrite. Je l'avais rencontré à l'occasion de celle qu'il faisait sur Philippe Dian, c'est ça, un pavé. et lui se considère un peu comme un limier, si je puis dire. Oui. Et chaque artiste ou chaque personne dont il essaye de comprendre le mécanisme, il le considère presque comme un cas. Donc il réunit un certain nombre de preuves pour essayer de comprendre comment on devient ce qu'on est. Et puis, je ne sais pas si vous êtes un cas, comme vous dites, mais en tout cas, en lisant cette biographie, on s'aperçoit que vous êtes vraiment un héros romanesque. Enfin, il y a vraiment un parcours, une façon de mener sa vie, une façon de prendre son destin en main. Oui, on aurait pu faire un formidable roman sur votre vie. Ce qu'il a fait, d'ailleurs. Mais disons qu'en fait, je crois que l'intérêt, c'est qu'il a fait comprendre que tout en étant cohérent, le parcours était fait de différentes étapes. Il y a différents chapitres, on va dire. Il y a un premier chapitre qui est celui lié à l'enfance, où je me construis comme un enfant se construit et s'invente à partir de ce qu'il a connu, sa famille, etc. Nous allons en parler, ça, de votre enfance. Voilà. Mais on sent aussi, excusez-moi, je vous en prie, je finis juste les trois trucs. Le deuxième parcours, qui est celui assez particulier que j'ai eu la chance de vivre sur une période courte de ma vie, mais qui a été néanmoins assez importante, qui est, on va dire, la période de la réussite et de la starification. J'ai vécu ça pendant 2 ou 3 ans à peu près. Et puis après, une période de recherche où on comprend que cette période de réussite et de gloire, entre guillemets, n'est qu'éphémère. Et du coup, il y a beaucoup de remises en question. Donc, j'allais dire, c'est une 3e vie qui va être celle de recherche. Une 4e que j'ai vécue à New York, quand je décide pendant 14 ans d'aller m'installer là-bas. Et puis, on va dire la 5e, qui est à peine évoquée dans le bouquin, et pour cause, qui est la vie qui est la mienne aujourd'hui, qui est un peu différente dans la mesure où je suis conscient du parcours que j'ai fait, et que mes ambitions, ma destinée sont un petit qui peu différente de celles que j'avais à cette époque-là. Est-ce qu'on peut dire, Charlélie, vous êtes peintre, vous êtes plasticien, vous êtes peintre. Est-ce qu'on peut dire que vous avez eu différentes couleurs, comme un peintre à différentes couleurs à différents moments de son inspiration? Oui, on peut dire ça, mais il y a toute vie est faite de cycles. Plusieurs vies en une vie, quoi. Mais disons que il m'est très difficile, vous l'avez évoqué tout à l'heure, de séparer réellement une de mes activités d'une autre. En gros, il y a plusieurs branches à mon chandelier. Oui. C'est joliment dit. Et voilà. Et il y a les choses liées à l'image, les choses liées à la littérature.
est celle liée au son et à la musique. Et pour moi, même si je ne suis pas une pieuvre, il arrive que dans une même journée, je puisse me lever à 5 heures du matin, écrire pendant 2 heures, et puis après aller travailler pendant 3 heures dans mon atelier pour finir quelque chose auquel j'ai pensé sur un tableau, et puis me mettre au piano et échanger avec une ou l'autre de mes filles l'idée que j'ai d'une musique, ou au contraire travailler quelque chose, voilà, dans une même journée. Et Charlélie, c'est ça pour vous être multiste? Oui, je crois que c'est ça. Un terme qui vous est cher. Oui, multi-artiste, multiste. Mais c'est pas, ça me concerne pas que moi. Je voyais le merveilleux film de François Lévy-Coens sur Man Ray à la Carouge, où il avait passé un été avec Paul Éluard et Picasso, et à un moment donné, il évoque la difficulté que c'est pour lui de se faire admettre comme pouvant être à la fois peintre et photographe, tu vois, et alors qu'il est autant dans la pensée que dans le faire. Et des gens comme Jean Cocteau, par exemple, qui a été, j'allais dire, celui qui m'a donné l'évidence que c'était possible d'être à la fois engagé là en l'occurrence le dessin, lui, une forme de graphisme, et autant dans la littérature, et j'ai ajouté à ça, si je puis dire, le fait de la musique, puisqu'il se trouve que j'ai été élevé sur plusieurs, à la fois un monde de l'image avec mon père, la littérature par ma mère et la musique par ma grand-mère. Et votre grand-mère dont nous allons parler. Voilà. Charlélie, je vous rappelle le principe de l'émission, et vous le connaissez. Oui. les chansons de ma vie, c'est vous qui faites le programme, c'est vous qui nous avez envoyé. On s'est permis une petite, mais ça on en parlera à la fin de l'émission, on s'est permis une petite entorse. Nous avons choisi pour les auditeurs, et je pense que ça leur fera extrêmement plaisir de réécouter cette chanson, une chanson de vous, mais je n'en dis pas plus. Okay. Alors, votre premier choix, c'est un album, c'est Blood on the Tracks, d'un certain Robert Zimmerman, plus connu sous le nom de Bob Dylan. C'est le 15e album de Dylan, celui qu'il compose et qu'il écrit suite à la séparation, une grande séparation amoureuse avec sa femme Sarah. Oui. Pourquoi cet album, et pourquoi cet album-là précisément, et pourquoi lui? Dylan, c'est vraiment ma joie. Enfin, c'est mon je ne sais pas comment dire, mon frère d'éthique. Je trouve que son côté insaisissable, tu vois, on parle de quelqu'un de pluridisciplinaire. Oui. Lui, il passe autant de temps à forger des portes à souder, oui. à faire de la musique peut-être, à faire des concerts d'une manière sans fin. Il peint aussi, et il s'est essayé au cinéma. Enfin, et il a toujours fait ça avec une espèce d'entrain à travers lequel je me reconnaissais. Enfin, j'aimais cette forme d'enthousiasme avec rempli d'une forme d'ironie aussi. Enfin, oui, une espèce de recul tout le temps, toujours. Oui, insaisissable. La seule chose que j'ai pas bien compris de lui, c'est son histoire du prix Nobel. Où, là, je suis pas sûr qu'il ait compris. Je veux bien admettre, mais je comprenais pas, parce que ça n'ajoutait rien. Le fait qu'il n'y aille pas, il l'acceptait, mais c'est John. Il a fini par le faire. C'est discours. Patti Smith. Ouais, mais c'est Patti Smith qui l'a dit. Oui. Qui l'a lu. Au départ, il ne voulait même pas faire le discours, voilà, il ne voulait pas prendre le chèque. Et tout ça. Mais parlons pas de ce qu'on n'aime pas. Dylan a tellement été pour moi celui qui m'a refilé la pêche. Il m'a fait pleurer. Je l'ai vu en concert dans des situations lamentables où il était insupportable de froideur, à Paris, notamment Bercy. Et une autre fois, je l'ai vu à Harlem, un concert époustouflant, d'une intensité incroyable, et j'y étais avec une de mes filles qui se tourne vers moi à un moment donné et dit: papa, quand je pense que je suis dans la même salle que Charlélie Couture et Bob Dylan en même temps. C'est joli ça. Votre rencontre avec lui, elle remonte à quand? Elle remonte au moment où il chante Lay Lady Lay.
D'accord. Et j'ai dit, c'est quoi cette voix de prêtre? Comme ça, oui, pas du tout sa voix normale. C'est à la radio que vous entendez ça? J'entends ça. À ce moment-là, j'étais interne à Lunéville. Oui. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Le timbre de la voix me dit quelque chose. Et puis, je me dis, mais il fait le con ou quoi? Et comme il faisait un disque spécial, je sais pas quoi. Et ça m'a plu tout de suite. Et quand j'ai lu les textes en anglais, et je suis tombé sur Just Like a Rolling Stone, par exemple. J'ai dit, mais classique. Putain, c'est trop fort, c'est trop vrai, le mélange de surréalisme mais qui amenait un dépassement de la réalité. C'était plus que réel. J'ai trouvé ça absolument bluffant, quoi. Et les adaptations de Dylan en français, ça vous a parlé? Hugo Frey a beaucoup adapté Dylan. Oui, mais disons que il a un peu. J'apprécie beaucoup Hugo Frey. Je l'entendais encore hier. Je trouve qu'il est très très vert. Oui. Et c'est un gars qui est vraiment. On le sent sur la route, quoi. Totalement sincère. Totalement sincère. Par contre, il a pas le mystère, si je puis dire, dylanien. Et à la limite, il est trop ouvert. Oui, je comprends. Il faut que dans une œuvre, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait à la fois l'évidence et son contraire. Mais je pense que c'est l'exercice de l'adaptation qui amène aussi à ça. C'est très compliqué d'adapter Dylan. Enfin, oui, mais d'adapter n'importe qui. Je sais ce qu'il en est quand j'ai fait la traduction des chansons de Randy Newman pour Toy Story. J'ai eu des discussions avec les gens de Walt Disney France qui voulaient des évidences plus claires que ce que lui avait écrit, mais pour le transcrire en français, il fallait refaire des jeux de mots qui n'étaient pas forcément ceux de Randy Newman, etc. Et cet album Blood of the Tracks a été écrit, on le disait, donc suite à une séparation douloureuse. Tangle Up in Blue, par exemple, si vous l'avez, ce titre-là, par exemple. On va l'avoir, il y a aucun problème. Vous, les grands chagrins, les séparations, c'est ça qui vous fait écrire? C'est quoi le ressort? Pas seulement. Le ressort de toute création, c'est vraiment une histoire d'envie de. Mais sans qu'on sache forcément ce qui va motiver cette envie. J'ai souvent compris après ce que j'avais fait. La particularité des artistes en général ou des poètes, c'est d'être offert à leurs mains. C'est-à-dire que c'est la main qui écrit. Elle écrit parce qu'elle est conduite par une inspiration dont on ne connaît pas l'origine, mais il faut avoir la capacité de pouvoir réagir dans l'immédiateté, parce que on ne sait jamais l'importance de ce qu'on fait. Donc on fait les choses et après on peut réfléchir sur ce qui a causé ça. J'ai souvent écrit et je me suis rendu compte après pourquoi j'avais dit ça, mais d'une manière intuitive, si tu veux. C'est les inconscients qui parlent? Ah ouais. Tu sais, il y a cette histoire amusante de Tom Waits qui est sur la route. Il est tout seul au volant de sa bagnole, et il y a une pensée une idée qui lui vient, et une idée de musique. Alors il la fredonne comme ça, etc. Mais encore une fois, il est tout seul. Il traverse le désert et il doit se rendre à je sais plus quelle manifestation, et il peut pas s'arrêter parce qu'il est déjà en retard. Et cette idée lui tourne dans la tête et il est emmerdé, ça devient une obsession, et il essaye d'une main de regarder s'il a pas un magnétophone portable pour le pour noter le truc, bien sûr, etc. Il sait qu'il va le perdre, que une idée ne fait que le transmettre, et il est mal à l'aise avec ça, mais il doit continuer absolument. Et à un moment donné, il se gare sur le truc, il se tourne vers l'au-delà et il dit: écoute, trouve quelqu'un d'autre parce que moi j'ai autre chose à foutre.
C'était pas le bon vecteur ce jour-là. C'était pas le bon voilà, c'est pas à moi de le faire. Charlélie, avant d'écouter Dylan, je voudrais qu'on vienne 2 minutes, 2 minutes c'est trop court, sur votre enfance. Les valeurs que vos parents, vous parliez de votre grand-mère aussi qui vous a beaucoup encouragé au piano, votre grand-mère Marie. Vos parents vous ont toujours dit, votre papa notamment, avec qui un rapport extrêmement et quand on lit ce livre de David de vérité, on sent quand même quelque chose à la fois de plein d'amour et d'exigence et de plein de difficultés aussi d'exigence d'exigence. On vous a toujours appris, quitte à être artiste, fais-le bien, fais-le au mieux. Vous avez été élevé dans le culte de l'effort et de la résistance. Oui, absolument. Oui, mon père donc avait fait partie des soldats de Stéphane Hessel. Ils étaient dans le même groupe et ils se sont fait arrêter ensemble. Ils étaient du même réseau. L'un s'appelait Gréco et l'autre s'appelait Goya et torturés, envoyés par la Gestapo, envoyés en camp de concentration. Il fait partie de ceux du gros bouquin sur Dora Ulrich. Oui. Ils ont été libérés après 9 mois de camp. Mon père pesait 40 kilos pour 1m81. C'était donc un squelette vivant. Il a mis 2 ans pour se refaire une santé. Et je tiens quand même à dire qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de cellules psychologiques et d'accompagnement pour se reconstruire. C'était chacun pour soi. Et mon père donc s'est reconstruit vaille que vaille, si je puis dire, et sur des principes, et il nous a transmis ces principes d'exigence et qui venait à penser que rien qui était acquis dans l'aisance méritait respect autant que les choses qui étaient acquises par l'effort et le dépassement de soi. Et cette culture de l'effort et du dépassement de soi, elle est aujourd'hui, il paraît presque d'une autre époque, puisque les gens tendent vers une forme de goût pour la facilité à tout crin. Et c'est vrai que moi, par contre, ça fait partie de ce qui m'a été enseigné, répété. C'est un peu la clé de voûte de votre existence. C'était jamais assez. Voilà. Et chaque fois que j'arrivais quelque part, ou quand j'avais le sentiment d'avoir atteint quelque chose, c'était retourné avec pas mépris, parce que je sais qu'il était fier, mais mon père était pas quelqu'un qui donnait son amour. Il fallait vraiment le mériter. Ouais, et je sais même pas si le mot amour valait pour lui autant que le mot respect. Donc si le respect c'était plus important que l'amour. L'amour c'était pour lui quelque chose d'un peu fugace. Même s'il était indéniable, mais c'était plus important d'acquérir du respect, parce que ça c'était un truc voilà. Charlélie, quelqu'un pour lequel vous avez beaucoup de respect, pour lequel nous avons aussi beaucoup de respect, beaucoup d'admiration ici, Bob Dylan. Le choix de Charlélie Couture dans Les chansons de ma vie sur Radio J. Vous voulez écouter quel titre? Tangled Up in Blue. Eh ben le voilà, il est là. Bob Dylan, le choix de Charlélie Couture dans Les chansons de ma vie sur Radio J. Charlélie, vous avez quand même pas mal de points communs avec Dylan. Bon, la musique, la chanson et la poésie, ok. La peinture, vous êtes un peintre reconnu. Voilà. Lui, c'est vraiment en amateur. Et puis le judaïsme. Moi, je me suis construit sur un certain nombre de valeurs, comme j'évoquais tout à l'heure, et qui sont tous sauf des valeurs réellement idolâtres. Donc, ce qui est mon judaïsme à moi est un judaïsme d'absolu. C'est-à-dire que c'est pour ce regard transcendantal qui fait que les choses ne sont pas seulement ce qu'elles sont, mais aussi ce qu'elles signifient. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qui vous fait un jour avoir envie de faire cette démarche? Vous avez entamé une conversion. Oui, bien sûr. Je crois que c'est Révon Kriegel qui Révon Kriegel, qui vous a converti. Formidable bonhomme. Qu'est-ce qui vous a amené à ça? Qu'est-ce qui fait qu'un matin on se lève et on se dise
Non. Justement, c'est pas sur un matin, j'imagine bien. C'est 10 ans à me dire qu'est-ce que je fous là. Je peux pas être tout seul à penser comme je le suis. Je me sens pas à ma place dans cette définition du monde. J'ai besoin de quelque chose de plus ample, de plus profond, de plus universel. Et j'essaye de comprendre ce qui se passe en moi. Puis à un moment donné, je dis mais en fait la seule pensée qui me paraît plus forte que moi, c'est cette pensée juive qui est la pensée de l'infini indéfini, et je n'arrive plus à prononcer le nom de D depuis ce moment-là. Quand je pense à D, je le pense comme ça. Je ne peux pas le penser autrement. Et donc à un moment donné, je me dis essaye de comprendre ce qu'il en est. Et je me tourne vers la communauté Ma Sortie de Ribol-Trigier, et je suis des cours pendant 1 an et je lis des choses, et tout d'un coup le monde me paraît différent, beaucoup. Ça vous parle tout de suite? Oui, parce que tout d'un coup, ça ne se résume pas simplement à l'apparence des choses. Et ça m'a considérablement aidé jusqu'à ce jour où il a eu la bonté de venir me voir à New York dans mon atelier. Oui. J'en pleurais presque, et de m'excuser, de dire écoute, je suis juif dans tout ce que j'ai à l'intérieur de moi, mais je ne suis pas un pratiquant, j'arrive pas et il me dit mais qui t'a demandé d'être autre chose que ce que tu es? Continue de rester ce que tu es. Si tu vois les choses comme ça, et cette espèce d'adoubement, entre guillemets, parce que en plus c'est pas n'importe qui. Mais humainement, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, beaucoup plus que moi d'ailleurs, très cultivé, très humain. Enfin, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Vous aviez besoin de cet adoubement? Oui, parce que justement le fait d'avoir, je le disais à travers mon père, considérer les choses toujours comme un combat, c'était très dur, et je pouvais pas lutter pour devenir le juif que je voulais. Il fallait que ce soit quelqu'un comme Gribon qui m'aide à l'admettre, qui vous tende la main. Voilà. Et voilà. et justement, dans votre entourage familial, ils l'ont vécu comment, ce changement, ce chemin? Il y a pas eu de fracture plus que ça, si je puis dire. C'était pas le coming out. Non, mais c'est un chemin qui peut, à la limite, qui peut interroger. Pour tout le monde, ça paraissait évident et normal, parce que faut dire qu'on est encore une fois des gens qui existons par nous-mêmes, et on nous a appris que la liberté, c'était le fait d'assumer nos choix. Tu peux l'être si tu veux, mais si tu l'es vraiment. On n'est pas là pour jouer, quoi. Si tu veux, dans la vie qui nous a été enseignée, c'était une vie tout est bon du moment que tu le vis à fond. Bien sûr. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui disent qu'il faut pas prendre les choses au sérieux. Moi, au contraire, je prends presque tout au sérieux. Aussi bien les blagues, je les prends au sérieux. Je veux dire, si tu déconnes sérieux. Il faut faire une bonne blague. Voilà. T'as le droit de tout faire. Mais fais-le à fond. La désinvolture, ça me paraît ça c'est que l'amateurisme au mauvais sens du terme. Ça me paraît juste ennuyeux. Il y a un très bon sens aussi au mot amateur. Aimer, ça peut être aussi assez noble. Oui, amato amarré, celui qui aime, mais voilà, mais c'est oui. Charlélie, qu'est-ce que si on devait résumer en un élément, qu'est-ce que le judaïsme t'a donné d'essentiel que tu n'avais pas encore? Je peux pas dire autre chose que le sens de l'absolu, dans l'absolu. Voilà. J'entends. Ce rapport à l'absolu, ce rapport à une espèce d'inscription qui est bien supérieure à nous,
quelle que soit la gestuelle qui soit la nôtre, on ne peut agir que à notre échelle, mais il y a toujours cette supériorité abstraite qui est toute la raison même de la foi, quelle qu'elle soit. C'est pour ça que je dis souvent, moi, mon Dieu, c'est l'art. C'est-à-dire, mon Dieu, il s'est fait art. Dans la mesure où l'art vraiment, cette phrase m'est parue évidente un jour, l'art apparaît à ceux l'art, c'est comme Dieu, il apparaît à ceux qui le cherchent. Effectivement. C'est-à-dire que si tu veux pas le voir, il est pas là. Mais si tu veux le voir, il est là. Et il peut être là, tu le sais pas. J'ai écrit des chansons, notamment une chanson qui s'appelle « Il est là », que j'enregistrerai bientôt, oui. Qui évoque ça dans le voilà, enfin comme bref. En tout cas, tu en parles formidablement bien. Merci. Charlélie, on continue cette promenade dans la bande originale, dans la BO de ta vie, et on voit Satisfaction et des Rolling Stones. Oui, c'est justement l'insatisfaction, c'est-à-dire I can get no. I can get no, je n'y arrive pas. J'y arriverai jamais. Où qu'on soit, il y a toujours plus, et quoi que je fasse, j'arrive pas à me satisfaire. Et ça, je trouve extrêmement excitant, parce que d'abord, c'est à la fois critique sur un monde de surconsommation à outrance, parce que si on veut s'arrêter à l'apparence des choses, mais dans tous les sens du terme, c'est aussi le dépassement de soi. J'arrive pas à atteindre la satisfaction, c'est-à-dire il m'en faut toujours plus, C'est aussi une leçon d'humilité entre les lignes. Ouais, on peut traduire ça. La toute-puissance n'existe pas. On peut le lire. Encore une fois, c'est pareil pour toute phrase. Chacun peut l'entendre en fonction de sa culture, de sa connaissance, etc. Alors, on peut dire oui, c'est un truc de drogué, oui, c'est un truc d'alcool, oui, de sexe aussi, de sexe, de n'importe quoi, si tu veux, mais la formulation elle-même touche à certaines notes ou cordes sensibles qui font partie du E égale MC2. Tu vois, au départ, la formule d'Einstein, c'était une formule mathématique qui faisait plus de 2 pages. Et il a passé 2 ans pour arriver à la réduire, à trouver le sens du sens. Et ben, pour moi, il y a un peu tout de même que Ne me quitte pas, ou Avec le temps, et quelquefois des choses qui touchent à l'essentiel. Voilà, où là tu fais bingo parce qu'on touche à l'essentiel. Voilà, c'est ça. Alors, tu te souviens de la première fois où on se tutoie, on se voit, je sais plus, on est en train de faire les deux. Le cœurier. Tu te souviens de la première fois où tu écoutes cette chanson, je le dis pour nos auditeurs, qui a été classée 2e plus grande chanson de tous les temps par le magazine Rolling Stone. T'étais plutôt Beatles ou Rolling Stone, pour reprendre la... Ouais, j'étais plutôt Beatles. Les Stones, j'aimais bien Beggar's Banquet parce que c'était très blues. Oui. Mais je trouvais qu'ils swingaient pas, ils étaient un peu confus, et j'aimais bien la diversité des arrangements des Beatles. Donc globalement, j'étais plutôt Beatles. Et puis avec le temps, j'ai retrouvé dans les Stones quelque chose de finalement assez roots, qui fait que je suis loin d'être un fan indéfectible, mais quand j'en entends un, ça me parle. Et encore une fois, Beggar's Banquet, c'est peut-être Aftermath, Beggar's Banquet font partie des disques que je peux écouter aujourd'hui avec plaisir. Pour Satisfaction, tu connais un petit peu l'histoire de la chanson ? Pas dans le détail. En fait, il trouve Keith Richards trouve le riff en pleine nuit. Ouais. Il se réveille, il prend sa guitare, il met son magnétophone, il oublie de l'éteindre. Donc le lendemain, il entend le riff de guitare et 45 minutes de ronflement derrière. Et le premier texte fait n'était pas du tout Satisfaction, ça s'appelait As Tears Goes By. Les larmes. Et au dernier moment, en studio,
ils réécrivent le texte de Satisfaction. Ça t'est arrivé, ça, parfois, de refaire un texte au dernier moment, arriver au micro, de te dire, c'était pas ce que je voulais dire. Oui. Ça, c'est pas essentiel. Oui, bien sûr, mais tu as des exemples? Oublier. D'accord. Le texte que j'ai chanté à la dernière minute sur le disque Poème Rock était pas le texte avec lequel j'étais arrivé, et j'ai coupé dans 3 ou 4 bouts de papier, si je puis dire, l'assemblage de chansons pour obtenir le texte qui est celui-là. Mais en général, une chanson, je la réécris beaucoup. Je pourrais mettre 100 fois sur le métier. J'ai paru ce livre au Castor Astral l'année dernière, oui, qui s'appelle La mécanique du ciel, 50 poèmes inchantables, et les gens m'interrogeaient sur la différence qui existait entre un poème chantable et un poème inchantable, et je disais, la différence, c'est qu'une chanson, je l'ai réécrit et je la polis ensuite de façon à ce que chacun des mots soit comme un caillou qui peut rebondir, comme et faire des ricochets sur différentes harmonies, etc. Donc ça demande un travail de simplification dans les concepts, dans les assonances. Encore une fois, le travail. Oui, mais c'est un exercice particulier, à la différence d'un poème qui va être écrit en 1 jet ou 2 jets, et qui a pour seule finalité d'être impactant et percussif. Donc, les mecs qui arrivent à faire d'un texte écrit en une fois le truc parfait, super, mais mon avis, ça m'est arrivé 2 fois, notamment à Chicago, quand j'ai écrit Bob le Prophète. Oui. Tiens, justement, Bob le Prophète, ça a été écrit quasiment d'un jet, et je l'ai enregistré en une fois, et tac. Et quand c'est écrit d'un jet, tu penses que ça vient de là-haut? Tu penses que quelque part tu es le vecteur, que ta main ne fait que noter ce qu'on te dit? Peut-être, mais dans tous les cas, quand toute forme d'inspiration, c'est vraiment lié à quelque chose qui teinte, et tu te dis tiens, tac, et tu le fais, mais tu sais pas exactement la finalité, le comment, le pourquoi. Je ne sais plus quel auteur qui disait, qu'est-ce que c'est que l'inspiration? En fait, c'est la conjonction ou la révélation par l'extérieur de quelque chose qu'on a à l'intérieur. C'est-à-dire que, donc, l'inspiration, si on parle de ça me vient souvent quand je me déplace, quand je vais d'un endroit à l'autre, sur mon scooter, en vélo, quand je marche, quand j'arrive dans un autre pays, etc. Pourquoi? Parce que mon intérieur, c'est-à-dire ce que je ressens, ce que je connais, tout d'un coup va résonner d'une manière particulière en rencontrant tel autre champ de magnétique, et que tu croises à ce moment-là. Et là, tout d'un coup, ça va m'apparaître comme une évidence. Je prends des notes sur des calepins, sur des. Tu as toujours un petit calepin sur toi, toujours un dictaphone pour J'en ai pas un aujourd'hui, mais j'en ai 10 à côté de mon ordinateur, oui. Tu te souviens de la première fois, parce qu'on en revient à Satisfaction, c'est quand même ton émission, les chansons de ta vie. Vas-y. La première fois où tu entends cette chanson, on est où? La première, je crois que je suis en pension encore à ce moment-là. Non, je crois que je viens de revenir à Nancy après les 2 ans d'internat à Lunéville, et je suis au lycée Poincaré, et c'est à peu près dans la période où je suis en 3e avec un de mes professeurs qui s'appelle Monsieur Ponchet, qui va lui me donner le goût de l'écriture et d'une autre écriture, si je puis dire. Donc c'est à peu près ça. Alors Charles Elie, pour Monsieur Ponchet ou pour sa mémoire, et pour nous ce soir ici sur Radio J, Satisfaction, les Rolling Stones, on écoute. Satisfaction. Quel jeune con. 65, hein? 65, t'imagines? C'est vraiment ce qu'on appelle une chanson et carte d'identité. C'est une chanson ADN, c'est-à-dire que sur scène, encore aujourd'hui, ils ne peuvent pas ne pas la faire. Quel rapport tu entretiens comme ça avec tes chansons incontournables? Je pense notamment à Comme un avion sans ailes. Tu as quel rapport? Il y a des artistes qui détestent les chansons, qui les ont révélées parce qu'ils l'ont
les ont trop entendus. Toi, je crois qu'au contraire, tu les chéris, ces chansons-là. Non, je les chéris pas, mais j'assume. J'ai bien sûr, à un moment donné, j'étais en bagarre avec ceux qui, quand je sortais un nouvel album, pour bien me faire comprendre, passer l'avion sans aile en disant avant d'écouter ce qu'il fait aujourd'hui, écoutez ce qu'il faisait hier. Des ça fois, doit être insupportable. C'est énervant, mais c'est énervant pour tout le monde. Et par rapport à ça, j'allais dire, je suis pas le pire parce que quand j'entends ce que ressentait Nino Ferrer quand on lui demandait les cornichons, et Gaston, il y a le téléphone qui sonne, et que lui, il était sur des chansons qui voulaient plus ambitieuses, il était vraiment mal à l'aise. Oui, mais là, avec tout le respect que l'on peut avoir pour lui, il avait un peu brouillé les pistes aussi, honnêtement. C'est pas de chance pour lui. C'est pas que la faute du public. Non, mais c'est pas ça. C'est que immanquablement, c'était Michel Drucker qui m'a dit ça. C'est que il est très difficile aux gens quand ils ont, c'est la première image qui marque. Bien sûr. Et donc. Moi, j'allais dire, par rapport à cela, la première image avec l'avion sans aile, ça va. Je veux dire, je peux toujours l'assumer aujourd'hui. Elle est magnifique, cette chanson. Continuer à la défendre. Je l'ai interprétée dans des tonnes de manières différentes. C'est en ça que c'est plus du blues d'ailleurs que de la chanson. J'ai l'habitude de dire que la chanson, par exemple, le rock, c'est un point d'exclamation. Oui. Le blues, c'est un point d'interrogation. Le jazz, c'est 3 points de suspension. Et la chanson, c'est 1 point. C'est-à-dire un point, c'est tout. C'est-à-dire que quand vous écoutez il est 5 heures, Paris s'éveille, la flûte a autant d'importance que les mots, qui ont autant d'importance que la musique, que ci, que ça. Et c'est donc une espèce d'objet entier. Cabrel disait que souvent il commençait la chanson et les gens ils peuvent chanter à sa place. C'est ce qui t'arrive avec Jacobi, avec l'avion sans aile, justement, c'est que moi je change tellement les arrangements, c'est beaucoup plus comme le blues. D'accord. C'est-à-dire que d'un morceau sur l'autre, quelquefois il faut que les gens ils arrivent à 30 secondes ou 1 minute en disant putain, c'est ça la chanson qui chante. Et même le refrain, ils la reprennent pas avec vous. Si, c'est ça peut être le refrain, mais il y a pas longtemps je discutais avec Patricia Cass sur d'autres choses, et quand je lui montrais des chansons que j'avais en route, elle disait t'as la mélodie de toutes ces chansons. Non, je dis j'ai pas la mélodie, j'ai les harmonies, c'est pas pareil. Les structures, il me suffit de quelques accords. Et puis je vais changer la mélodie presque d'une interprétation sur l'autre. Je sais pas si je peux chanter 2 fois de la même manière. C'est en ça que c'est plus blues rock que tu la réinventes à chaque fois. Voilà, tu la réinventes à chaque fois. Et la chanson, les harmonies vont être un prétexte pour dire quelque chose. Et alors que les gens de la chanson, Brassens par exemple, la chanson, c'est la même, tu la chantes 10 fois, 50 fois. Avec des harmonies beaucoup plus compliquées qu'il n'y paraissait. Oui, mais je ne dénigre pas du tout. Mais j'entends bien. Mais la chanson, elle est telle quelle. Alors que justement, un blues, dans le blues, la chanson va être un prétexte, les harmonies vont être un prétexte. Charlie, on parlait de succès. Quel rapport tu entretiens avec la notoriété ? Est-ce qu'il t'est arrivé parfois dans ta vie de prendre ce qu'on appelle familièrement la grosse tête ? Ça t'est arrivé ou t'es toujours resté très, très spectateur de ça ? Je pense que au moment où j'étais le plus humble, les gens ont cru que j'avais la grosse tête. C'est-à-dire que justement, quand on attendait de moi que je m'offre, je voulais tellement pas imaginer dans les périodes 81, 82, 83 que c'était acquis, que j'étais assez froid. Et c'était pas de l'arrogance, c'était juste de dire non, je ne mérite pas autant d'amour. Une forme de protection aussi peut-être. Sûrement, et je mérite pas autant ni d'amour que de haine. Considérez-moi pour ce que je suis. Et à ce moment-là, les gens imaginaient pas. Et les gens attendent d'une notoriété qui s'offre. Je me rappelle d'être à la gare de Nancy un jour, et j'ai les affaires dans les mains, et il y a quelqu'un qui vient me demander un autographe.
Je lui dis, mais écoutez, vous voyez bien que je suis occupé, j'ai autre chose à faire. Ah non, mais pour qui vous prenez et c'est la rançon de la gloire, monsieur. Comme si mais je dis, je suis pas l'otage de mon public, je suis pas l'otage de personne. Mais de son point de vue, ce jour-là, ce mec-là a peut-être dit, pour qui il se prend, lui? Mais il n'y a pas pour qui il se prend. Justement, je demande juste d'être considéré comme un homme et donc, mais après, encore une fois, le regard des juges, il y a beaucoup d'artistes qui disent aussi que c'est pas eux qui changent, que c'est les gens qui changent. C'est bien sûr que ça évolue. C'est un peu ce que tu racontes. Je raconte une anecdote. J'étais avec ma copine Zouk. Oui. Immense comédienne. Formidable, ouais. Et on est à la sortie d'un Olympia. Et il y a quelqu'un qui vient vers moi et qui me demande un autographe et je passe au moins 10 minutes à lui expliquer, écoute, de toute façon, qu'est-ce que tu vas en faire de ce truc-là? Tu vas le prendre, tu vas le froisser, quoi, tu vas mettre mon griffonnage en tête de ton lit. Ça mérite pas, il vaut mieux que je te serre la main, qu'on soit copains, etc. Non mais monsieur, je peux avoir un autographe? Je t'ai dit, je viens de te dire, ça ne sert à rien, c'est idiot, etc. Et je lui refuse l'autographe. Et le gars s'en va en bougonnant et elle me dit, mais t'es con, écoute, tu lui faisais l'autographe. C'était plus facile. Ça prenait 15 secondes, tu faisais un heureux. Là, tu viens de perdre 10 minutes pour faire un mec malheureux. Et je me dis, mais c'est vrai, je suis un peu idiot. Et il y a des choses, il faut assumer. Quelquefois, ça va plus vite de le faire. Et puis voilà tout. Et puis t'en fais ce que t'en veux. Puis s'il veut le jeter, il le jettera, etc. Mais ça m'a appris. Voilà. Charles-Élie, j'aimerais qu'on arrive à une période, la parenthèse américaine. Alors tout commence en début 2003. Début 2003, une responsable de la DRAC, direction régionale des affaires culturelles. Damien, tu réponds à un appel d'offres. Oui. Et l'aménagement de la DRAC d'Amiens, qui est situé dans un ancien couvent. Il fallait refaire un petit peu la façade, c'est ça? Pas seulement la façade, l'endroit était assez roboratif, assez austère, et un appel d'offres est lancé à une cinquantaine d'artistes. Est-ce que vous auriez des idées pour qu'il semble plus évident que cet endroit est un lieu de culture et non pas, etc. Et je réponds à cet appel d'offres mais mon projet se trouve passer les différentes étapes de quart de finale, demi-finale, et je me retrouve en finale avec 2 autres personnes que je ne connais pas, et je suis convoqué à Amiens pour défendre mon projet. Bien sûr. Et j'entre dans la salle. Quel est ton dossier? Il y a, et qui de ceux qui ont apprécié ce qui était proposé par moi, et je me retrouve, il y a 17 personnes autour de la table, et là, eux qui jusque-là ont jugé ce qu'ils avaient reçu sans savoir, ça s'appelle un non scellé, s'aperçoivent que c'est moi qui pénètre dans la pièce. Et là, ils me disent, mais monsieur, je pense que vous êtes trompé de pièce, la musique, c'est la pièce à côté. Et je dis non, ça a dû te faire plaisir, ça. C'est vous qui m'avez demandé de venir. Et ils me disent, mais non, ici c'est un projet des Beaux-Arts, etc. Mais je dis, je sais, c'est mon projet que vous avez devant les yeux. Ah non, mais attendez, mais vous êtes le chanteur. Mon Dieu. Je dis, je suis le chanteur, mais apparemment, je ne suis pas que le chanteur, puisque je viens de vous faire une proposition qui semble vous avoir intéressé. Vous avez trouvé digne d'intérêt. Vous m'avez demandé de venir. Et là, il y a quelqu'un qui dit, mais vous n'êtes pas d'Amiens. Je dis, mais ça figurait pas sur le règlement d'être Amiens. Un autre qui dit, mais vous n'avez jamais aménagé une DRAC. Je dis, vous pouvez m'assurer que les 50 autres, ils ont déjà aménagé une DRAC. Mais voyons, monsieur Couture, vous êtes chanteur. Je suis ça, mais je suis aussi d'autres choses, etc., etc. Et ça évolue comme ça pendant 10 minutes où on parle de moi, on parle pas un instant de mon projet. Et à un moment donné, il y a une fille du ministère de la Culture, parce que je rappelle qu'il y a 17 personnes autour de la table, et elle dit à un moment donné, mais de toute façon, si vous étiez artiste, ça se saurait. Et me dire ça à moi, qui est sacrifié, si je puis dire, ou qui a investi, qui a eu un certain rapport avec la création depuis toujours, c'était
comme me crucifier, si je puis dire, m'embrocher et faire de moi rien, quoi. Et c'est à ce moment-là que tu dis, alors je m'en vais. Eh ben, je me dis, c'est de l'ostracisme. Je suis jugé pour ce que je suis et non pas par rapport à ce que je fais. C'est très français, ça, quand même, de vouloir mettre des gens dans des cases, dans des catégories, dans des boîtes de fromage bien fermées. Oui, mais c'est plus complexe que ça. C'est pas seulement français. Aux États-Unis aussi, on vous demande de vous définir. Mais une des grosses différences entre les États-Unis et la France, je l'ai appris ça en étant là-bas, c'est que aux États-Unis, on vous demande de vous définir. Oui. C'est-à-dire que c'est chacun... alors, on va se mettre dans un tiroir, mais au moins, on en aura défini la taille. Alors qu'en France, c'est un peu les autres qui parlent de vous à votre place. Et ils disent, vous êtes ceci, tu es ça, tu es ça. Et ce rapport au jugement d'autrui, c'est effectivement ce qui a fait qu'à un moment donné, en rentrant chez moi, j'ai dit à ma femme, écoute, on s'en va. Non, elle est venue me voir, elle dit ça s'est pas bien passé. Non, pas vraiment. Je lui dis je sais pas, oui. On n'a pas parlé de mon projet, mais écoute, on s'en va. Et elle dit, et alors qu'elle parlait pas anglais, pour elle c'était un monde. Elle avait de la famille aussi en France encore. Immédiatement on dit écoute, ok. Et si elle, à cet instant précis, elle avait dit non, on serait jamais parti, parce que je ne pouvais pas faire toutes les démarches administratives tout seul, etc. Je suis assez mal à l'aise avec tout ce qui est administration. Et donc, c'est parti comme ça. Et je suis parti... 17 ans. Ouais. Et disons, à ce moment-là, quasiment les 10 jours après, je prenais un vol et puis je partais à New York.